Bienvenue donc pour cette table ronde, comme vous le voyez. Nous allons donc parler aujourd'hui des récompenses, des prix que vous connaissez bien. C'est quelque chose qui rythme forcément la vie scientifique, avec une question qui vous est posée, nous est posée aujourd'hui dans le cadre de ce rendez-vous du FNRS. La récompense, est-ce une cause ou une conséquence, évidemment, de l'œuf ou de la poule, hein? Est-ce que c'est parce qu'on est le meilleur qu'on a un prix, ou bien est-ce que c'est parce qu'on sait qu'on doit aller chercher des prix qu'on devient le meilleur? Avec toute une série de questions que ça peut poser aussi dans la façon dont ça rythme les travaux, dont ça peut être un moteur, dont ça peut peut-être susciter de la concurrence. On a toujours positif, une heure pour le faire. Et comme vous le voyez, autour de moi, il y a un panel d'invités avec, de ce côté-ci, des chercheurs et des chercheuses avec qui nous allons faire connaissance dans quelques instants. Et de l'autre côté, il y a un petit côté givonnerie comme ça, c'est les prix que ce sont, comment ils fonctionnent. Et on va évidemment échanger entre les uns et les autres par rapport à ce thème qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, ce que j'ai découvert, moi, dans la préparation de ce débat, c'est déjà la multiplicité des petites précisions et forcément dans un débat comme celui-là, elle a son importance. Si j'ai bien compris, il n'y a évidemment pas que des prix qui viennent récompenser un travail, une carrière scientifique. Il y a aussi, et on le comprendra avec les mécènes tout à l'heure, jeunes chercheuses ou chercheurs. Et forcément, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un prix qui vient à un moment donné récompenser une carrière pour l'ensemble d'une œuvre, ce n'est pas la même chose qu'une bourse qui vient soutenir un jeune chercheur qui veut par exemple partir à l'étranger. Forcément, dans notre débat, on va faire une influence avec différents chercheurs et chercheuses, en les prenant dans l'ordre, hein, on ne va pas faire de choix. Bénédicte Makils, bonjour. Prenez un micro. Voilà. On va, si vous le voulez bien, prendre une très différente pour qu'on pourrait parler avec chacun d'entre vous pendant 1 heure ou 2. Mais si vous deviez nous résumer, Bénédicte Makils, votre domaine de recherche, vous travaillez à l'Université de Liège, vous êtes chercheuse au département d'immunologie et de vaccinologie. Vous, c'est vraiment le système immunitaire. Les mécanismes développés par certains virus, plus particulièrement les gamma-herpès virus, pour échapper à la réponse immunitaire de l'hôte. Ils ont évadé la réponse humorale de l'hôte. Donc ça, c'est l'objet de ma thèse. Par la suite, j'ai voulu comprendre comment immunitaire inné et donc comment une infection dans la petite enfance pourrait influencer des réponses immunes qui sont générées plus tard dans la vie. Donc on observe dans nos sociétés, dans nos pays industrialisés, qu'on est exposé moins souvent ou de manière différente à certains micro-organismes. L'infection virale influence sur le développement de notre système immunitaire avec un focus sur certaines cellules qu'on appelle les monocytes. C'est ça. Donc, on va regarder chez les plus jeunes en particulier ce qui peut avoir comme infection virale dans la petite enfance et comment ça peut modifier le système immunitaire. Je voudrais préciser, je travaille dans des modèles étudiants, donc dans des modèles immunitaires naïfs, donc en souris de laboratoire. Pour le moment, je n'ai aucune translation de mes recherches chez l'homme. Donc, c'est une modélisation, un modèle souris. Voilà, donc comme ça on voit un petit peu plus ce sur quoi vous cherchez, récompensé déjà plusieurs fois par des prix au cours de votre carrière. J'ai noté en 2012 de votre thème Eugène, prix Julie Dehaye en 2015 et puis prix Jaumin encore pour un peu l'ensemble de vos recherches. Ça c'était en 2018, déjà 3 prix donc pour récompenser ces recherches. À côté de vous il y a Mika Vikula, bonjour. Bonjour. Santé. Vous, plus précisément, ce qui vous intéresse, c'est la génétique pour comprendre les anomalies vasculaires. Alors, en quelques mots simples, c'est quoi votre quotidien de chercheur en la matière? Oui, donc je suis généticien et donc l'idée est que pas mal de m'intéressés humaines quand même sont des cardiovasculaires. Donc je combine les deux, la génétique et cardiovasculaire, et je me suis spécialisé en anomalies vasculaires ou angiome et lymphœdème. Et on essaie d'identifier les gènes mutés et après faire développer l'expérience dans ces maladies. Après, essayer de trouver des molécules qui pourraient contrecarrer les effets néfastes des mutations pour éventuellement avoir des nouvelles thérapies pour ces patients. Et vous avez déjà pu conduire des cycles complets depuis la recherche théorique d'ailleurs aussi jusqu'à plusieurs prix. Le prix Lambertine-Lacroix, c'était en 2010. Prix INBEF Baillet-Latour en 2013, justement pour un premier cycle de recherche complet sur ces anomalies vasculaires. Et puis là, vous venez de recevoir en 2018 le prix Génétique pour faire un peu mieux connaissance avec vous. À côté de vous, il y a Karine Van Dening. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes...
je vais préciser les universités, Université de Liège, Université de Louvain, vous, c'est les rotifères. Alors expliquez-nous en quelques mots ce que sont ces fameux rotifères que certains présentent presque comme des super-héros, qu'on envoie même dans l'espace. Expliquez-nous pourquoi ils sont si exceptionnels, ces micro-organismes, ces rotifères. Oui, donc pourquoi ils m'intéressent? Parce que je m'intéresse surtout à l'évolution, aux questions évolutives et aussi à la génétique évolutive. Et en fait, ces rotifères, pour décevoir peut-être les hommes dans la salle, mais ce ne sont que des femelles qui se clonent. Donc elles contredisent toutes les théories de l'évolution sans espèces. On les retrouve partout dans le monde entier, dans des environnements très extrêmes, comme l'Antarctique, comme les déserts. Et en fait, elles ont la capacité à n'importe quel stade de leur vie de complètement se dessécher. On peut les garder des années desséchées, les congeler à moins 80 degrés. 3 ans après, on les ressort et elles continuent à vivre. Elles continuent à se reproduire. Justement, répondre à des questions. Comment on survit sans reproduction sexuée, sans mâle? Donc, comment on crée de la variabilité génétique? Comment est-ce qu'on survit à la dessiccation? Quels sont les mécanismes moléculaires pour survivre au dessèchement, à la congélation? Et puis récemment, comme tout ce que vous avez constaté sur Terre se matérialise aussi de la même manière dans l'espace. Vous venez de recevoir, il n'y a pas très longtemps, un prix qui est peut-être un peu différent de la plupart des prix dont on va parler ici, qui s'appelle le prix Werners, qui quelque part va avec et permettre artistique. On prendra le temps d'en parler tout à l'heure parce que c'est assez original. On va terminer notre petit tour des chercheurs qui sont avec nous aujourd'hui. C'est Anthony Clèves qui est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Namur, voilà, donc, en béotien de l'informatique que je suis. Tout à fait, donc c'est un autre type d'évolution, c'est un autre type d'écosystème. On parle d'écosystème logiciel. Et donc ma spécialité, c'est d'aider les développeurs à faire évoluer, à moderniser, à rénover des logiciels existants, donc des applications informatiques. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut eux-mêmes analyser d'autres programmes et transformer automatiquement d'autres programmes. C'est ce qu'on appelle la métaprogrammation. Voilà, donc l'objectif, c'est des logiciels en lien en plus avec les bases de données, évidemment, oui, un sujet pleinement d'actualité, de plus en plus, comme on le sait. Vous avez reçu, je pense que c'est en valeur, à quel point ça a été sans doute assez déterminant dans la suite de votre carrière, dans la possibilité notamment de devenir professeur donc, à l'université de Namur. Voilà pour ce premier tour de présentation. Évidemment, on va parler de ces prix, etc. Tout de suite. Mais avant cela, faisons avec de cette table. Avec nous, il y a Brigitte Beckart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice communication corporate chez L'Oréal Belgique et vous venez nous parler d'un prix en particulier qui s'appelle qui en particulier encourage les chercheuses. Expliquez-nous un petit peu le sens de ce prix et pourquoi chez L'Oréal on a jugé utile de mettre en place un tel prix. Alors, ce prix a été créé en 1998 par la Fondation L'Oréal en France, qui avait avec pour dans les sciences, qui vraiment avaient des postes à responsabilité et que ça n'était pas extrêmement logique, ni pour la science, ni en termes de société. Et donc, ce prix avait pour objectif, en fait, d'identifier dans les continents qui récompense de 100 000 €. Et donc, elle devait représenter à ce moment-là, dans son continent, rayonner pour être une vraie un rôle modèle pour les autres femmes, pour monter en grade dans les sciences. Et donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les prix plus récompenses et les prix de l'ordre de la rayonner, soutenir le travail d'une chercheuse. Tout à fait. Donc, le prix international, c'est en effet tout à fait ça. Après, dans chacune des filiales, on a aussi créé une bourse locale ou un prix local. Et dans ce cadre-ci belge, on a vraiment une bourse qui permet à des jeunes femmes de démarrer. Donc, ce sont 3, je pense, chercheuses que vous soutenez. Et là, c'est vraiment de l'ordre plus de la bourse qui va les aider. Vous en financez 2 ans, c'est complété 2 ans par le FNRS. Et là, l'idée, sur base d'un jury, c'est de voir quelle chercheuse vous avez l'intérêt de... Aussi à des plus jeunes femmes pour aussi inspirer d'autres jeunes filles, d'autres jeunes femmes d'entamer une carrière dans la science. Parce que le gap est toujours là. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment créer l'envie. Pour ne citer qu'un exemple d'une chercheuse de cette année qui est Tine, elle disait qu'elle a acheté un jouet lié à la science et sa maman lui a répondu « Non, ça c'est un jouet pour les garçons ». Et donc cet exemple est vraiment marquant. C'est une femme d'aujourd'hui qui vit ça aujourd'hui, qui montre bien que voilà, non seulement il y a le poids des structures, mais la vôtre, L'Oréal, l'idée c'est bien ça, la promotion des femmes en sciences.
et il n'y a pas de dimension liée à de la recherche cosmétique pouvant servir à L'Oréal précisément. C'est vraiment par rapport à... Si vous regardez les matières qui... Framboise Boel est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la plateforme Sofina Boel. Comme votre nom l'indique, vous y représentez justement la famille de Gustave Boel, qui vise à promouvoir l'éducation et le par talent. Mais c'est intéressant de constater par le décollage de jeunes chercheurs et pas que. Exactement. En fait, la plateforme pour l'éducation et le talent a été créée en 2011 par les descendants de Gustave Boel et par le holding Sofina. Et l'idée, c'est de promouvoir le talent par l'éducation. C'est une fondation qui permet pour objectif le talent et de rayonner. Ces jeunes sont soit universitaires, notamment grâce à ce jury merveilleux que nous avons avec le FNRS FWO, mais également des artisans pour l'intelligence de la main, et des jeunes issus d'un milieu précarisé en secondaire qui sont la moyenne de leur... Se concentrer uniquement sur les universitaires et les chercheurs, vous l'avez dit, des artisans, des élèves même du secondaire. Dans le cas qui nous occupe ici plus particulièrement avec le FNRS, votre idée c'est de soutenir des chercheurs en doctorat en 6 mois à 12 mois en fonction de leur projet. Et la particularité du jury qui est mis en place, c'est un jury co-organisé par le FNRS et le FWO. C'est un jury exceptionnel parce qu'il vise réellement la qualité. C'est la qualité du jeune chercheur, la qualité de ce projet. Quand je vous dis que c'est un jury magique, c'est que c'est un jury souvent composé d'à peu près 8 personnes, 4 venant de chacune des institutions, avec des profils très très différents, des médecins, des scientifiques, mais aussi des philologues, des linguistes, des mélanges incroyables, et du leur, des membres avec des débats qui s'en suivent, qui sont d'une richesse extraordinaire. Donc là, on est les dépositaires d'une analyse magique de qualité et d'excellence. Voilà donc pour cette bourse Sofina Boel. Avec nous également pour terminer ce tour de table, Guy Vanois. En quelques mots, ce fonds a été mis en place par le comte Alfred de Baillet-Latour, qui était directeur de la brasserie Artois à l'époque, qui a mis ses parts en quelque sorte en jeu dans ce fonds. Entre-temps, la brasserie Artois. Et vous, les prix que vous remettez régulièrement visent à encourager des recherches à valeur humaine exceptionnelle. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire. C'est pas seulement dans le domaine scientifique, c'est dans d'autres domaines aussi, le domaine des arts également. C'est quoi l'idée de base? Quelle était l'idée à la base de la création de ce fonds? Et de conduire et de récompenser des activités sociétales à haute valeur, de haute valeur. Et donc, aujourd'hui, avec la progression du portefeuille du fonds Baillet-Latour, on est alors dans la encourager, soutenir, récompenser. La notion de prix chez nous se décline suivant de différentes manières. Et pour le faire, nous nous associons toujours avec depuis le début, et c'est un peu le garant du succès de nos prix. Par exemple, dans la santé, nous remettons un prix Baillet-Latour de la santé, qui est un prix de manière rotative sur une thématique qui est soit la cardiologie, soit les maladies infectieuses, les maladies métaboliques, etc. Et ce comité est un comité international qui est le Grant for Medical Research, qui est donné à un chercheur belge, et il y en a un en face de moi, le professeur Vicula, qui a reçu notre grant en 2013. Et là, c'est pratiquement destiné à son laboratoire et ses équipes. Et donc, on est assez ravis de voir que le professeur a, grâce à ça, jumpé réellement avec son labo dans de nouvelles aventures. Et donc, ça, c'est un peu... Il y a cette idée-là de, quelque part, intervenir à un moment où on doit faire un peu la courte échelle aux chercheurs et pas seulement d'être à la fin, quelque part, en disant celui-là, il a bien travaillé pour l'ensemble de son œuvre, on va lui remettre une médaille. C'est bien ça, c'est d'être quand même passeur de l'évolution. Oui, il y avait des carrières qui étaient récompensées, mais la société évolue, le fonds Baillet-Latour évolue, la gouvernance évolue, l'étude d'impact de ce que nous faisons est dirigée de manière multiple maintenant, des projets de travaux. Alors, eh
bien, on va commencer à échanger un peu et la transition est facilement faite. J'ai envie de retourner chez Mika Vikula, puisque vous-même, on vient de le dire, vous avez reçu ce prix, en tout cas un prix de changer pour vous, son Bayer-Latour. C'était important et si vraiment c'est une forme de tournant dans l'évolution de votre carrière et de votre recherche scientifique. Mais ce type de prix qui est quand même important et qui est financièrement important, permet, donc il a un effet positif pour tout le monde. Deux, ça donne aussi cette visibilité vis-à-vis d'autres groupes quand on demande des financements que le travail a été reconnu par les pairs, le travail qui a déjà été effectué. Donc ça donne un solidement. On ne peut pas le faire s'il n'y a pas de financement. C'est évident, les expériences coûtent cher. Donc, quand on a des financements, on peut aller plus loin. On peut poser des questions peut-être plus difficiles, plus compliquées, et également avoir des résultats encore plus dans l'excellence avec les travaux que ce type de financement permet de faire. Donc pour vous, par rapport à notre question de départ, ces prix sont vraiment un encouragement à l'excellence. Vous avez l'impression que quand il faut aller frapper à des portes pour le fait de pouvoir des CV que vous avez eu un prix comme celui-là et d'autres, ça joue? C'est vraiment quelque chose qui joue? Vous êtes aussi dans des jurys, j'imagine. Vous regardez ça, vous, par exemple? Mais tous les chercheurs, après un certain temps, sont dans les jurys à gauche et à droite. C'est une partie importante dans la CV, pas seulement les publications, tout ce qu'on a déjà découvert, les trouvailles qu'on a fait, mais également le fait que ça a été déjà récompensé par d'autres jurys. Ça joue un rôle parce que, comme j'ai dit, ça donne un label. Par les sous, mais parlons-en quand même un tout petit peu, que le montant qui est parfois associé à ce prix de récompense a un impact aussi, parce que quand on ne connaît pas de l'étranger forcément le prix en question, le fait de savoir que ça représente beaucoup d'argent donne quelque part. Quand on doit déposer des dossiers, demande de mettre avec les prix le montant reçu, pour voir un peu la valeur, la taille de récompense que ça représente. Parce que si c'est international, le jury international, on ne connaît pas nécessairement. Parfois, paye sa qualité. L'argent associé à un prix sert à aussi évaluer la qualité du chercheur. Bénédicte Makil, je vous voyais acquiescer. Pour vous aussi, dans justement forcément la nécessaire coopération internationale, etc. Même de sélection, c'est un indicateur d'excellence, c'est une reconnaissance par les pairs et évidemment le montant du prix associé donne une idée de la compétition et donc des exigences demandées. Oui, c'est un critère d'excellence et c'est valorisé dans les CV. Est-ce qu'on est obligé, en tant que chercheur, de pouvoir développer de la recherche? On est obligé de devenir un peu chasseur de prix, justement, quand on est chercheur? Je pense qu'un chercheur doit être chasseur de budget de fonctionnement, donc de subsides, ça c'est inévitable parce que c'est quand même la prix. Ce n'est jamais une motivation directe, c'est une récompense qui est associée à l'avancement des travaux. Mais être chercheur, oui, c'est une course à la publication, à la reconnaissance, à la recherche de budget de fonctionnement pour avoir des questions plus ambitieuses et une meilleure visibilité. La recherche de budget de fonctionnement, ça fait partie du jeu. Ensuite, la recherche de prix, ça permet d'avoir un meilleur CV, mais je ne pense pas que ce soit une motivation première quand même. Oui, c'est ça. On ne cherche pas pour avoir les prix cette excellence. On essaye d'avancer un peu dans notre réflexion sur la question de départ. Anthony Clèves, vous me disiez, vous, quand on a préparé un peu cette discussion, que pour vous, ça a été déterminant. Vous avez l'impression que le fait d'avoir eu ce prix auquel vous ne vous attendiez pas forcément sur votre thèse de doctorat, ce prix, oui, là, il y a... ça... donc j'étais à ce moment-là postdoctorant à l'étranger et je cherchais à obtenir un poste permanent. Donc c'est évident que voilà, cette bonne nouvelle pendant le postdoc a permis vraiment de légitimer ma candidature, d'autant plus que j'avais postulé à l'endroit où j'effectivement donc par fil de recherche. Et donc voilà, c'est arrivé vraiment dans un timing parfait. Le fait d'avoir un regard extérieur d'un jury dans le cadre d'un prix, c'est une façon de dire à son université aussi, regardez, même pour les autres, ce que je fais, ça a de la valeur, quoi, en quelque sorte. Et du coup, vous postulez en vie de pour Scheur? Non, en titre personnel, j'ai plus vraiment postulé, sauf à des bourses, effectivement, ou à des projets. Donc là, voilà, là j'ai vraiment constaté également que ça avait un impact, puisque non seulement c'est un critère d'excellence, entre guillemets, pour pouvoir finalement départager les aigus régulièrement dans les retours de commission, dans les retours de reviewers, qu'on avait effectivement vu cette ligne sur le CV. Donc oui, je pense que ça fait la différence. C'est vrai.
Karine Van Donning, pour terminer la discussion là-dessus, vous, je le disais, prix Werners ici récemment, un prix un peu différent des autres. Vous, si c'est un prix que vous êtes allé... J'ai l'impression que c'est une démarche un peu différente de ce qu'on a entendu jusqu'ici. Oui, donc pour juste rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, je pense que si les prix, bon, on est à la recherche énormément de projets, d'argent pour faire notre recherche. Donc ça, évidemment, c'est très important. Ça permet aussi, un chercheur doit rester innovant, il doit oser penser out of the box, être très créatif, surtout si on veut faire de la recherche fondamentale long terme. Et ces prix peuvent permettre de parfois faire un petit détour. Ce n'est pas facile à un bailleur de fonds de le convaincre si on a ce domaine. Donc, une de mes idées, c'était aussi, on parle tout le temps du problème de la science chez les jeunes, de stimuler ces jeunes femmes à faire de la science. Ils ont besoin de rôle modèle et puis ils ont besoin aussi d'être motivées. Les femmes ont besoin de savoir quel sera mon boulot pour motiver les jeunes femmes dans la science. Donc j'ai décidé, vu qu'on a ce gros projet dans l'espace, on a ce gros projet de l'ERC, qu'il est temps aussi que je partage cette recherche avec le grand public. Et donc j'ai fait appel, puisque qui d'autre que les scientifiques pensent innovation, création, recherche, out of the box, c'est d'abord avec pour créer des œuvres d'art. Donc c'est expliquer notre recherche via le regard d'un artiste. Et donc ce prix Werners, ça a été notre premier prix avec l'artiste Gerlando Infuso qui est là, pour en fait créer un film autour de notre recherche. D'animatiquement, l'Erotion, il est excellent là-dedans. C'est une belle collaboration pour nous, pour essayer de justement amener ça vers le grand public et les jeunes pour un peu montrer ce que la science sait et quel monde magique dans lequel on se trouve, parce que l'art et la science, c'est un monde magique. On va retourner du côté des mécènes. Cette dimension, alors là c'est un cas un peu particulier, assez intéressant de se dire, tiens là c'est un fonds qui est allé, que vous êtes allé chercher pour pouvoir justement développer un projet à la fois éducatif, artistique. Il y a cette idée, notamment chez vous, chez L'Oréal, d'une dimension de communication, vraiment autour du prix. L'idée, vous l'avez dit, c'est de faire connaître des expériences de femmes en sciences. Ça veut dire que ça s'accompagne d'une volonté de visibilité, je ne sais pas, un attaché de presse. Très clairement, je veux dire, pour nous, on a vraiment envie de contribuer à ce changement de société, d'être acteur dans ce changement, et on est convaincu que pour que demain on puisse avoir une vraie égalité homme-femme, dans l'important de la femme, et il y a aussi encore d'égalité, parce que le décrochage des femmes en sciences, il est lié à plusieurs facteurs. Il est, oui, à l'entrée. Finalement, on sait qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de femmes qui rentrent dans ce secteur, sauf peut-être dans certaines sciences un peu plus techniques, où on a un manque cruel. Mais tout ce qui monte dans les échelons, etc., on a à la fois un frein probablement lié à la vie de la femme. Elle prend du retard aussi dans sa recherche quand elle a des grossesses, elle moment décroche parce qu'elle doit s'occuper de sa famille, ça devient trop compliqué, et en même temps c'est culturellement extrêmement lourd. Et donc ce qu'on pense qu'on peut apporter nous en tant qu'entreprise, c'est vraiment aller chercher des femmes qui ont fait ce parcours, qui vivent ce rêve, et d'aller vraiment montrer aux autres que c'est possible. Et on le fait au niveau international, en effet, avec des femmes déjà, si on change de carrière, c'est vrai que voilà, la dernière, elle avait 39 ans, et puis il y a aussi des femmes qui ont 60 ans, donc on a un petit peu différents parcours. Et puis localement ici, c'est vraiment pousser des jeunes femmes. Alors comment on fait nous ? On sait bien faire du marketing, je pense. Pas très de presse qui est pour ça, qui a créé ce prix avec nous il y a déjà plus de 20 ans. Et on va créer un grand événement, une grande cérémonie. Et on fait la même chose en fait localement ici, où on a la volonté de, à partir de la cérémonie aussi, d'inviter la presse, de donner de l'expérience, aborder aussi pour apprendre à simplifier, à parler de sa recherche. Et donc on les aide aussi là-dedans pour qu'elles soient aussi capables de faire une radio, une première télé. Elles ont entre 23 et 28 ans, elles sont souvent très impressionnées, mais elles ont beaucoup de talent. Cette dimension de la communication que permet un prix, c'est important, et notamment dans la visibilité aussi, en particulier des femmes en sciences. C'est quelque chose où vous rejoignez Brigitte Beckart. Oui, je pense que ça améliore la visibilité au sein de la communauté scientifique, mais c'est aussi un intérêt d'avoir l'octroi de ce prix. Donc c'est l'opportunité de communiquer au sein de la communauté scientifique, mais aussi plus largement. Et ça, je peux témoigner. Moi, en tant que journaliste, c'est vrai que quand on voit passer un prix important, c'est parfois l'occasion d'aller se plonger dans quel rôle d'un scientifique. Avant les prix, ceux-là, on observe ça. Karine Van Donning, d'accord là-dessus ?
Oui, donc la communication, je m'en rends compte de plus en plus, puisque moi-même, dans mon équipe, j'ai plusieurs postdocs, femmes et hommes, et je vois que pour les femmes, d'une façon ou d'une autre, c'est pas toujours facile. Elles sont vraiment... Et carrière, postdoc. Et c'est un moment très difficile, et là, je suis en plein dedans, où j'ai des postdocs enceintes qui ont très difficile à combiner le tout, et c'est là qu'il faut essayer, c'est pas, je suis pas motivée. Il y a aussi tout le système qui doit permettre ça. Aider quand l'université a une crèche dans l'université, il y a plein de façons. Donc je pense que c'est important qu'aujourd'hui, mais surtout aussi les prix qu'on montre, qu'on veut stimuler ces femmes dans la recherche, puisqu'il en manque toujours, il en manque vraiment. J'ai envie d'excursus chez nos mécènes avec une autre question sur la prise de risque. On a entendu Karine Van Donning tout à l'heure dire oui, moi j'ai eu besoin d'aller chercher un prix parce que je voulais faire quelque chose de différent, que j'aurais pas forcément pu dans les circuits des bourses. En particulier, on parle plus de soutien vraiment via des bourses à la recherche, en se disant, tiens, ce chercheur-là, on n'est pas sûr qu'il soit sur un domaine où ça va réussir, mais en même temps, c'est peut-être justement lui qui a besoin d'aide. À partir du moment où on n'a pas un domaine de prédilection, mais qu'on accompagne des bourses de mobilité, donc pour des chercheurs qui vont étudier à l'étranger, ce qui est essentiel, c'est la qualité. Nous, au sein de la plateforme, on ne serait pas capable de la déterminer tout seul, et c'est parce qu'on a le jury du FNRS qu'on est capable de le faire. Maintenant, la question, c'est de savoir, de ma première journée comme observateur au jury, j'étais toute béjaune encore, le jury était passionnant, il y a eu une discussion surréaliste entre un juriste et un scientifique sur la valeur comparée des différents. Il disait si on viendrait récompenser ou quelle découverte, et que peut-être que c'était un philosophe qui allait faire une découverte en philosophie qui aurait un effet papillon sur d'autres sciences, sur d'autres techniques. Donc je pense que quand on est guidé par ce souci d'aller vers la qualité, résultat, prend des risques, toujours la bonne direction, mais en pratique. Liva Noasenov, là-dessus, je voyais sourire sur cette idée qu'on ne sait jamais d'où va venir peut-être la prochaine découverte majeure. Est-ce qu'on ose prendre ce risque-là parfois ou alors est-ce qu'on est parfois tenté de se dire je vais récompenser ce chercheur déjà prestigieux, ou bien de se dire parfois allez, celui-là on n'est pas sûr, mais ça vaut la peine de le booster? On n'est certainement pas dans la démarche d'ajouter une couche. On serait plutôt initiateur. Ça, c'est notre envie. Mais prise de risque, oui. Et je dirais que vous a dit notre ego, le pire, c'est de ne rien faire. Allez-y. Si vous êtes bien entouré et que vous avez bien étudié la question et que ça rate, eh bien, c'est mieux que de ne rien avoir fait. Donc, c'était très encourageant pour nous. Mais il y a des soutiens qui sont interrompus parce que l'impact n'y est pas, parce que des épisodes de la vie sont intervenus, etc., des évolutions de carrière. Donc je pense que la prise de risque est indispensable. Il faut suivre et passer à autre chose. J'aimerais bien parler un peu de concurrence aussi, parce qu'on sent bien, on l'a dit dès le tout début avec vous, Bénédicte Makils, il y a dans la vie du chercheur l'idée de devoir aller régulièrement chercher des financements, de ce bout de l'ordre plus du privé, elles ne sont pas non plus infinies. Mika Vikula, est-ce que là-dessus, c'est plutôt un bon moteur, vous trouvez cette concurrence pour viser l'excellence, ou bien à un moment donné, ça peut être un peu bloquant, genre je ne vais pas trop peut-être accuser, je ne vais pas trop dire. Je pense que le fait qu'on doit rédiger des projets, réfléchir quelque chose pour 5 ans, c'est très très bien. Mais si les financements sont très morcelés, si on va avoir un groupe qui a besoin X euros par faire, si on demande, trouver un rapport. Donc il y a une balance qui peut être un peu néfaste après un certain moment. Donc des plus grands financements, à l'occurrence ici ce prix généré, qui nous donne une certaine liberté d'utilisation, est vraiment formidable parce qu'on ne doit pas faire cette sorte de... Je veux dire, dans certains projets, on n'a que 2% des candidats qui vont avoir le financement, où il y a un candidat par an. Donc naturellement, la concurrence est vraiment importante. Et je pense que c'est cette balance qui sont de haut niveau. On sait, Anthony Clèves, que la recherche scientifique, elle est faite à la fois de cela, d'une forme de concurrence, parfois de course à la publication, mais que c'est aussi l'idée de partager le savoir, de coopération. Est-ce que vous trouvez que les prix, tels qu'ils existent, enfin vous les connaissez sans doute pas tous, parce que comme je n'ai pas fait le justement, qu'ils préparent la concurrence? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que, effectivement, à titre personnel, je suis souvent ravi quand j'entends
qu'on récompense non pas une personne, mais en fait un groupe de personnes qui ont ensemble découvert, on voit de plus en plus, qui ensemble ont mené effectivement à avoir un impact très important. Donc là, effectivement, voilà, à titre personnel, j'aime bien cette notion de récompense collective. Pour moi, la recherche, c'est aussi un sport d'équipe. Et parfois, c'est aussi question d'une équipe de recevoir un prix à l'heure avec elle, même à l'étranger. On se dit, tiens, bon, voilà, il faut parfois être un peu porte-drapeau, porte-parole. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien aussi quand on a cette dimension collective et parfois aussi multidisciplinaire, c'est-à-dire quand on récompense le fait qu'on a osé justement prendre d'un point de vue publication, d'un point de vue recherche de projet, mais ça peut effectivement être très créatif et très, je dirais, groundbreaking, comme on dit. Donc vraiment pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà. Karine Van Donning, sur cette même question, au-delà même de la notion de concurrence, ce que dit Anthony Clèves, il dit que ça dit et peut-être autoriser une approche d'équipe. Oui, je pense que certains financements sont individualistes, mais énormément de financements sont quand même pour des gros projets, des idées, même si je pense que c'est intéressant qu'il y ait l'individu, que parfois on a une concurrence et qu'on ne sait pas un milieu développé avec d'autres compétitifs. Il faut le dire, c'est quand même le pourcentage de réussite en moyenne, on est du 15 à 25%, c'est vraiment pas haut. Et donc, c'est pas toujours facile. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut freiner certaines personnes en recherche dans le monde, justement, même si c'est compétitif. Pour les meilleurs, il y a d'excellents scientifiques, mais cette concurrence les fait très peur et les arrête, en fait. Je vois ça énormément aussi dans mon équipe, donc c'est pas facile. Et là, je voudrais dire qu'un événement comme aujourd'hui, c'est super fondamental, et de la recherche en général, même appliquée, et qui continue à investir, ça aiderait à augmenter ces petits pourcentages et donc à plus financer de scientifiques, d'excellents scientifiques, puisqu'il y en a plus que le financement permet. Pour terminer, en appuyant encore un peu sur cette question délicate, est-ce que du coup, Beneki, ceux qui vont prendre le mieux, y compris dans la conquête de ces prix? Je ne sais pas si ce sont ceux qui vont se vendre le mieux qui vont nécessairement percer. Maintenant, je pense que l'obtention d'un prix montre un peu aussi un peu motivation, mystifier parfois certains financements qu'on peut penser inaccessibles, et donc ça peut avoir un effet de motivation, et donc peut-être que c'est les personnes entre guillemets audacieuses qui vont avoir un prix, mais que ça pourrait donner vraiment un rayonnement intéressant pour les collègues et pour le pôle. Vous disiez tout à l'heure, j'ai bien compris qu'il y avait quand même un regard aussi sur l'impact de vos prix. Ça veut dire que on fait le point un peu régulièrement chez vous de tiens, tel prix, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour ce chercheur-là? Est-ce qu'on est toujours dans le bon dans la façon dont on travaille? Si les objectifs initiaux ont été respectés et ou ont évolué. Ça, je crois que c'est important. Mais bien sûr, on se fait entourer pour ce genre de choses. Mais je crois que l'impact d'un prix, si d'avoir une aide, comme la communauté, c'est magnifiquement symbolique, mais c'est aussi la manière dont le prix est organisé, dont il est remis, etc. Et je pense que ça crée un entraînement, un enthousiasme dans la communauté, dans son équipe et donc, aux chercheurs. Mais tout ça sous surveillance et monitoring, bien sûr. Françoise Boël, est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites comme ça, a posteriori, en regardant les trajectoires de chercheurs ou chercheuses que vous avez soutenus, là, on a vraiment de la même manière. Vous vous dites que l'impact, ça a été très clair? Nous avons la chance d'être accompagnés par le FNRS dans ce cadre depuis 2013 seulement. Alors je dis seulement parce que ça prend quand même du temps, mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir voir au moins une fois par an des retours de chercheurs, la manière dont les reptiles adaptent leur peau aux effets du soleil. Ce qui parlait à la fois en termes de constat de la détérioration des conditions planétaires, puisqu'on voyait le réchauffement qui était marqué sur leur peau, mais aussi avec d'éventuelles applications industrielles comme des vêtements. Il n'est pas régulé la température loin, mais il est beaucoup plus loin que quand il a posé sa candidature, et on sent que c'est très prometteur, évidemment. Donc on se réjouit de suivre les évolutions des différentes carrières des chercheurs. Certains sont très visibles immédiatement, d'autres prennent plus longtemps. Mais on est persuadé que vous aussi, c'est la bonne direction. Impact. Là, notre argent a vraiment servi à quelque chose, a été déterminant? Alors, au niveau international, bien sûr, aujourd'hui, on a plus de 3100 chercheuses qui ont bénéficié de cette visibilité, que ce soit au niveau de plus ou dans les récompenses communales. En effet, elles aiment aussi cette idée de former une communauté, de s'entraider, parce que bien sûr, comme le prix existe depuis plus de 20 ans, il y a des toutes jeunes chercheuses, mais il y en a aussi qui sont 20 ans plus loin.
Et donc, on est en train de chercher aussi à garder cette communauté vivante. Grâce au FNRS, bien sûr, en ce qui concerne nos prix à nous, on est sûr que les filles font leur doctorat, le font bien, le continuent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on les revoit de temps en temps, certainement pendant les cérémonies belges. Et ça nous permet aussi de voir qu'en fait, on fait qui sont par mauvais choix. Il y en a qui sont dans la recherche, d'autres qui occupent d'autres fonctions, plus management, plus RH, mais elles sont restées dans ce milieu et elles restent passionnées par les sciences. Donc je pense qu'on ne fait pas de mauvais choix, qu'on fait de bons investissements. Sur la dimension collective dont vous créez. Je vais demander à Véronique Allouin de nous rejoindre pour terminer ce débat. On va vous trouver un micro, si je peux. Vous êtes donc, même si tout le monde le sait ici, secrétaire général donc, du FNRS. C'est à vous de trancher. Je pense qu'au départ, séquence de l'expérience, qu'est-ce que vous vous dites après avoir entendu et ces chercheurs et ces mécènes échanger ici? C'est amusant parce que je me disais que vous n'aviez pas abordé cette question directement. C'est parce que je l'avais gardée pour vous. Vous l'avez gardée pour moi. Magnifique. Prix qui récompense une carrière ou un prix qui finance un projet de recherche. Et donc la réponse n'est pas la même suivant que c'est l'un ou l'autre. Si c'est un prix qui récompense une carrière, ben, à l'évidence, ce n'est pas la cause de l'excellence, mais c'est une conséquence. Alors si maintenant on regarde peut-être un prix qui autre, je crois que financer un parce que quelque part j'aimais bien cette remarque de dire bien on peut tester un nouveau projet, des choses qu'on n'aurait pas finalement peut-être dans des circuits de financement classiques avec des prises de risques ou des choses qu'on n'a pas fait. Alors à ce moment-là, il y a un aspect de confiance. Pas non quelqu'un qui a quand même fait. Est-ce que il y a quand même mieux ou celui qui est le meilleur? Moi, je crois même quand même que c'est plutôt le chercheur qui est le meilleur parce qu'il y a des tas d'indicateurs qui permettent d'évaluer la qualité d'un chercheur. Donc je pense qu'à la base, il y a certainement un effet de dire non, il y a il faut se vendre sans doute un petit peu, mais si on n'est pas bon, ça marchera de toute façon ça me jamais. paraît évident. D'ailleurs, Framboise a très gentiment évoqué la qualité des jurys du FNRS, qui sont donc constitués de chercheurs, et donc je pense que ça, c'est la base. Donc c'est d'abord l'excellence qui permet parce que c'était aussi dit par Mita Avicula, on va pouvoir travailler plus vite, on va pouvoir tester des choses peut-être plus originelles, et donc ça va s'enchaîner. Alors, restez là, justement, petit détour par ici. D'accord là-dessus, ça reste quand même la conséquence de l'excellence, ça reste plutôt la cause de conséquence plutôt que cause de l'excellence plutôt que la cause, excusez-moi. Je suis distrait. Récompense, conséquence, ça rime, je me perds. Donc, est-ce que c'est plutôt la conséquence que la cause? Oui, je pense que, comme Véronique Allouin l'a dit, il faut avoir une solide base pour postuler. Sur cette question-là, j'ai encore une petite question un peu délicate à vous poser, Véronique Allouin. Ici, on a des fonds privés, d'entreprises, ou des fonds qui ont été légués, qui viennent participer au financement de la recherche. Comment vous mettez-vous en tant que fonds, parce que le FNRS va nous-mêmes faire des choix en matière de recherche fondamentale que peut-être ces entreprises ne soutiendraient pas? Ou bien est-ce que vous trouvez que ça a une valeur ajoutée, une richesse d'avoir des acteurs justement extérieurs et notamment privés qui viennent participer comme ça au financement de la recherche? Motivation pour qu'une entreprise ou qu'un privé fasse un lait, il a envie de se projeter souvent dans un domaine de recherche en voulant aider un secteur spécifique. Donc dire on va faire un grand pot et vous mettez tout et nous on fait ce qu'on veut, je pense que ça ne marcherait pas. D'autre part, je pense que c'est l'occasion plutôt mieux d'avoir une certaine diversité, une variété de sujets, d'intérêts et de susciter finalement des intérêts pour des thématiques de recherche qui ne seraient peut-être pas visibles ou auxquelles on ne penserait pas. Donc moi je pense que c'est plutôt une richesse d'avoir une série d'acteurs comme ça. Alors par là, ne va pas voilà, on se met d'accord sur les objectifs, la vision, ce que voudrait apporter l'entreprise par ce lait, financer plutôt un doctorant, etc. Et nous organisons. Pris, hein, dans les jurys, vous êtes présents et donc c'est effectivement quelque chose qui se fait en concertation et en parallèle. Oui, alors on a aussi des legs. Par contre, là, ce sont des personnes qui décèdent sans héritier direct. Et alors certains nous disent, bien, c'est pour une recherche dans tel domaine, ou ils ne disent pas. Si on aura tranché pour tout le monde cette question, cause ou conséquence de l'excellence, vous aurez l'occasion sans doute d'en discuter aussi entre vous dans la suite. Merci en tout cas à tous et à chacun, chacune.